la piscine. J'aime bien faire du vélo. Vous venez d'entendre la petite Anaë, 3 ans, qui tenait à participer à cet épisode. Je vous laisse en compagnie de ses parents qui vont nous raconter leur histoire. Bonne écoute. I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour les capitaines et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre enquête de sens. C'est l'été et j'ai souhaité vous apporter une touche d'évasion en cette période de congé souvent propice à la réflexion personnelle. Être capitaine de sa vie passe par la réalisation de projets personnels qui nous tiennent profondément à cœur, même s'ils semblent parfois peu conventionnels. Vous savez, c'est tous ces projets que l'on se promet de faire un jour et que l'on ne planifie que très rarement parce que ce n'est jamais le bon moment. Et bien justement, mon invité du mois s'est lancé hors des sentiers battus. Nolwenn Nasri est une indépendante, au propre comme au figuré. Après 2 courtes expériences de salariat, elle a choisi le statut de la liberté. Elle s'autoproclame star du X, mais n'y voyait rien de scandaleux. UX est l'acronyme anglais d'expérience utilisateur. En gros, elle crée des sites web intuitifs ou les transforme en mieux. Mais Nolwenn n'est pas du genre à rester derrière son écran. Dès qu'elle le peut, elle enfourche son vélo et part affronter le vent. Grâce à ses grands-parents, elle cultive cette passion depuis sa plus tendre enfance. Depuis quelques semaines, c'est avec sa famille qu'elle sillonne les routes de France. 2500 km de petites routes pour découvrir le pays. Avec son conjoint et sa fille de 3 ans, elle partage ce défi. Elle nous livre aujourd'hui le pourquoi et le comment de ce pari. Mesdames et messieurs, voici l'histoire et l'aventure folle de Nolwenn Nasri. Bonjour Nolwenn. Salut Baptiste. Ça va bien ? Ça va, merci beaucoup pour cette intro. Écoute, je t'en prie, j'ai pas dit trop de bêtises, ça va ? C'est magnifique, tu as tout bien résumé. Super. Je l'ai dit, tu es indépendante, on parlera tout à l'heure de ton activité un petit peu plus tard. Dans l'entretien, tu es en couple et tu as une petite fille de 3 ans. Est-ce qu'on peut dire ton âge ou donner une fourchette pour que les gens se situent un petit peu ? Bien sûr, je vais avoir 32 ans. Ok. Par transparence, j'indique qu'on est rentré en contact via les réseaux sociaux où j'ai vu que tu communiquais pas mal pour ton activité professionnelle. Et puis, j'ai vu passer ce projet de voyage en famille qui m'a forcément interpellé. Je sais que beaucoup de personnes aspirent à ce genre d'aventure sans vraiment se l'autoriser pour tout un tas de raisons, valables ou moins valables. Donc, ça m'intéresse, moi, de savoir quels sont les freins que tu as dû lever pour lancer ce projet commun. Et puis, t'as fait un petit stop avec ta petite tribu là, de quelques jours à la maison ici. Donc, merci parce que t'as fait un petit détour. Vous avez fait un petit détour là comme si votre chemin n'était pas déjà assez long comme ça. Donc, c'est chouette. Et puis, on a eu l'opportunité justement de se découvrir un petit peu. Je précise d'ailleurs qu'on a un invité bonus, un guest star, un franc-tireur, puisque Guillaume, ton conjoint, est là également. Donc bonjour Guillaume. Salut Baptiste. Bon, c'est chouette de t'avoir. Donc comme ça, Nolwenn va pouvoir parler sous ton contrôle, d'accord ? Et t'hésites pas à intervenir si tu veux rajouter des précisions sur ce qui est dit. Donc, revenons d'abord à ce projet de Tour de France. C'est pas exagéré de dire ça, 2500 km. C'est quoi la genèse de ce projet de Tour de France en famille ? La genèse, je pense que c'est, tu l'as dit en intro, c'est ma passion pour le vélo. D'abord parce que c'est quelque chose de famille, donc je sais ce que c'est le vélo, de se promener, de découvrir la nature à travers le vélo. Donc c'est des petites randos d'abord que j'ai faites en solo, que j'ai faites avec ma famille, avec ma mère, avec mes grands-parents, avec ma tante. Et puis quand je me suis mise en couple avec Guillaume très tôt, j'ai proposé qu'on fasse des petites sorties en vélo. Et puis on a aimé ça, enfin je pense. Oui, je le confirme. Il l'a pas forcé et contraint, quoi. Il était un minimum volontaire. Ouais, non, c'est ça. Et en fait, je dirais qu'il y a eu un moment où vraiment je me suis dit waouh, c'est chouette de pouvoir faire des voyages à vélo comme ça. C'est quand j'ai découvert l'existence du site France Vélo Tourisme. Alors là, je fais la pub pour eux, mais parce que c'est un site qui référence toutes les routes, les véloroutes de France, qui sont fléchées. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se prendre la tête à se dire qu'est-ce que je fais comme itinéraire, il faut que je trouve le tracé GPS, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple.
Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des routes Eurovélo qui traversaient la France, qui longeaient la côte atlantique. Et quand j'ai commencé à en faire avec Guillaume, on a trouvé ça tellement chouette que tout soit fléché. C'est vraiment tout bête, mais ça nous enlève vraiment quelque chose, une charge mentale énorme et une accessibilité, je trouve, qui est top. Et donc, tout de suite, déjà, tu parlais de quels sont les freins que j'ai pu enlever. C'est ça aussi, c'est déjà de pas se prendre la tête sur la route. Et de savoir que c'est sécurisé, que voilà, la majorité des routes qu'on prend sont vraiment séparées des voitures, elles sont cyclables, enfin voilà, c'est bien aménagé. Donc, en fait, très vite, je me suis dit, c'est possible. C'est pas pour moi, ça me paraît pas dingue, en fait. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment entre l'idée qui émerge et le moment où vous vous êtes dit allez, on le fait? Comment ça s'est passé, ça? Comment ça a émergé? Vous en avez discuté? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi c'était le bon moment? C'est parti d'un SMS en fait. Donc j'étais au boulot, elle m'envoie un message, un truc du style hey Guillaume, si on partait 4 mois, qu'est-ce que tu dirais? Et puis moi, toujours partant pour tout, je fais ouais, vas-y. Oui, d'accord. Sauf qu'en fait, quand je suis rentré, elle avait déjà fait le tracé, quoi. Voilà. Je suis rentré, elle fait le tracé. Elle fait on va faire le tour de la France comme ça. Et puis on va partir, on va faire 2500 bornes. Et puis j'achète le matos et puis on va y aller, quoi. C'était presque ça, hein, mais... Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... dès que j'ai un projet, tout de suite, je veux voir si c'est réalisable et je le fais. Et c'est peut-être mon côté indépendant, freelance aussi, hein, mais... donc, c'est vrai, oui, j'avais oublié que j'avais envoyé juste un SMS au départ en me disant... Et si on le faisait? Parce qu'en fait, au départ, je me souviens que je m'étais dit, et si on partait 2 semaines ou 3 semaines? Et sauf que le problème, c'est qu'en partant 2 semaines, 3 semaines, il faut penser au retour et prendre le train. Et prendre le train quand on est 3, donc équipés comme on est, voilà, c'est compliqué. On pouvait pas, tout simplement. Donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi 3 semaines? Pourquoi 1 mois? Pourquoi pas carrément pousser le curseur au plus loin? Et 4 mois, c'est sorti un peu comme ça. Et effectivement, après, j'ai envoyé le message à Guillaume et à partir du moment où il m'a dit pourquoi pas, je me suis dit, allez, on voit déjà si c'est possible. On fait comme si on allait le faire. Donc, je planifiais vraiment tout. Enfin, c'est vrai que je suis assez comme ça. Et de se rendre compte, en fait, que tous les freins qu'on a dans la tête, moi, je les ai posés sur le papier. Donc, du genre, on n'a pas le budget. OK, mais déjà, combien ça coûte avant de se dire ça? Okay. Et c'est en listant, en fait, que on s'aperçoit que c'est pas si infaisable que ça. Ok, donc une projection sur le papier et après tu regardes qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire, quoi. Exactement. On pourrait repréciser, on l'a pas fait, votre itinéraire, ou en tout cas tu parlais du tracé, donc vous êtes parti de Vannes le 1er mai. Oui. Voilà, c'était un peu symbolique, un nouveau départ. Voilà, faites du travail. Ouais. Faites du travail, on se casse. Et du coup, vous êtes descendu déjà là jusqu'à Bordeaux, donc longer la côte ouest. Et qu'est-ce qui vous attend après? Après, on va direction Toulouse. Donc, on prend ce qu'ils appellent le canal des 2 mers, donc qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Donc, après Toulouse, on passe jusqu'à Sète, Montpellier. On va ensuite remonter. On remonte très, très vite après Montpellier, côté Avignon. On longe le Rhône, Lyon, jusqu'à Lyon. Après, on essaie de récupérer la Loire. On va le faire. Hein. On va récupérer la Loire, qu'on va quitter. Alors, je ne sais plus où exactement on la quitte. En fait, on va récupérer Montargis et l'Île-de-France après, tout simplement. Ouais. Ok. Voilà. Donc, vous allez vraiment boucler la boucle après, ou vous repartez de Paris nos familles viennent nous chercher en voiture et ils viennent prendre le matos et tout ça. C'était un peu le compromis. J'aurais aimé qu'on fasse un vrai tour, mais bon, 4 mois, c'était chaud. Ouais, bien sûr. Tu parlais aussi du budget. C'est vrai que l'argent, c'est un des premiers freins qu'on se donne, à tort ou à raison d'ailleurs, sur ce type de projet-là. Tu pourrais nous partager, ou vous pourriez nous partager un peu quelle est l'enveloppe à prévoir pour ce type d'excursion, puisque on en parlera tout à l'heure, mais vous avez pour le coup stoppé ou en tout cas mis en suspens vos activités, donc il y a
pas de rentrée d'argent. Enfin, tu nous en diras déjà un peu plus, mais combien ça coûte de faire ce type de projet là en famille à 3? Ouais, en tant que grande organisatrice, du coup, effectivement, j'ai bien planifié. Vous donc ne pouvez pas voir, mais Nolwenn regarde son téléphone, elle va nous dire Oui, à l'euro bon, près. Non, alors il y a différents postes de dépenses. Il y avait évidemment l'investissement en matériel. Moi, j'avais déjà mon vélo, mais sinon tout le reste fallait l'acheter. Donc le vélo de Guillaume. On avait la remorque pour la puce quand même, mais donc son vélo, le système d'attache, le matos de bivouac, enfin tout. Donc ça, on en a eu à peu près pour, on va en dire à 4 000 euros de matos. Ensuite, il y a le poste d'hébergement, en comptant que la moitié des nuits qu'on passerait serait en mode soit bivouac, soit hébergement comme avec toi, gentiment, chez l'habitant. Parce que vous avez votre tente, c'est ça, oui. Et vous êtes prêt dès que possible à même emprunter un bout de jardin, c'est ça Tout à fait. Pour planter votre tente. Ouais. Okay. Là, on voulait quand même se dire, on a un logement sur nous si besoin. Même si le bivouac, pour l'instant, on n'a pas expérimenté, et j'avoue que je suis pas hyper. Finalement, je sais pas trop si on le fera vraiment le bivouac dans la nature. Mais sinon, camping. Et donc, bref. Donc, ça, hébergement, moi, j'avais compté à peu près 4 000 euros d'hébergement, enfin de frais. Et après, le côté food, donc nourriture, à la fois resto ou nourriture du quotidien, ce qu'on aurait fait de toute façon dans la vie quotidienne. Et là, je me suis dit, on va bien manger. Donc, c'était à peu près un peu plus que 5 000 euros. Donc, en total... Et j'avais aussi prévu les dépenses imprévues, donc au total, parce que c'est ça qui intéresse les gens, le total. Attention. On a prévu 14 000 euros. Ce qui est pas mal quand même. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'on va pas le... Et là, vous êtes parti depuis un peu plus d'un mois, c'est ça ? Ouais. Et ça semble tenir... Ouais, ça va. Mais parce qu'on a la chance d'être hébergé gentiment par des personnes, je pensais pas autant, peut-être. Et on en reparlera peut-être, mais effectivement, quand j'ai fait le post LinkedIn que tu as vu, j'ai reçu pas mal de propositions, et ça, c'est trop chouette aussi. Donc, on verra. Mais on est parti en gros sur... Faut pas qu'on dépasse 500 euros la semaine. Ok. Voilà. Alors, je disais, vous êtes parti le 1er mai, et puis, j'allais dire, malheureusement, vous avez dû mettre votre voyage un peu sur pause, puisque tu as eu la douleur de perdre ta grand-mère. Mais du coup, j'avais entendu que ça donnait une toute autre saveur aussi, même s'il y a de la tristesse, bien sûr, puisque tu étais très proche de ta grand-mère. Mais pour toi, ça se transforme un petit peu en hommage, ce tour, c'est ça ? Oui, complètement. Bah oui, parce que c'est elle et mon grand-père qui m'ont fait découvrir le vélo, la passion du vélo. Quand j'étais ado, moi, j'étais très loin de me dire « Oh, mes grands-parents, je m'en fous ». Non, je passais mes vacances avec eux, en fait, encore adolescente et jeune adulte. Justement, je faisais du vélo avec eux. Donc, c'est ce que je me suis dit, en fait, quand j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir être à ses côtés les derniers jours. Et je sais qu'elle m'entendait. Et donc, je lui ai dit que je roulerais pour elle. Et je sais, elle m'a fait un signe. J'ai vu qu'elle avait entendu. Et donc, je roule. Dans les moments où c'est un peu dur, je pense à elle. Et ouais, clairement, c'est un hommage. À aucun moment, tu t'es dit, on verra ça plus tard. Et parce que ça arrive, j'arrête tout. J'ai eu un petit peu, on en a parlé un petit peu avec Guillaume. Ouais, c'était un petit peu dur, mais tout de suite on s'est dit que quoi qu'il arrive, ce serait pour elle justement. Et d'ailleurs, on a eu un beau signe quand on a repris le vélo à Rochefort, en arrivant avec la petite musique. Tu peux peut-être l'expliquer. Ouais, la première étape, la reprise du trajet, en arrivant chez notre hôte qui habite dans une petite rue d'impasse, vraiment un peu improbable. Il y avait une brocante et il y avait un saxophoniste qui jouait Emmène-moi de Charles Aznavour, qui était la musique qu'on a mis à son enterrement en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça trop beau. Et j'aime bien dire que peut-être un clin d'œil de l'univers. Ouais. Et ça rajoute du sens du coup à votre voyage. Et au-delà de ça, à la base, qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que c'est juste le côté évasion, promenade ? Quel est, moi j'aime bien parler de sens, le sens que l'on donne aux choses. C'est quoi le pourquoi de ce voyage ? Là, je peux peut-être parler pour nous deux, mais l'idée, c'était de changer déjà de quotidien, de se dire, on sort de notre bulle habituelle, justement, du boulot métro dodo, entre guillemets, de voir d'autres choses,
voir du paysage, voir de la nature, parce qu'on est des gens d'extérieur tous les deux, mine de rien. Et puis surtout rencontrer des gens en fait. Parler de tout, de rien, hein, même, parler un petit peu, toi et moi, on en a parlé un peu d'écologie, mais après parler de tes poules ou n'importe quoi, en fait, c'est vraiment rencontrer des gens, rencontrer des réflexions différentes, et puis voir un peu comment les gens vivent, en fait. Et ça, je pense que c'est même le but principal, en fait, de la chose. Ouais, je suis plutôt, on est alignés, hein. Il y avait aussi le côté dépassement de soi un peu physique, effectivement, voilà. C'est le sport aussi, le vélo. On part pas, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on ne part pas avec des vélos électriques. Donc c'est vraiment à la force de nos jambes. Et je dirais aussi, je rajouterais peut-être l'envie de prendre le temps en famille. Parce que notre puce, l'école va être obligatoire là à la rentrée en septembre. On sait que ce sera différent et l'envie vraiment de profiter de chaque journée, d'être avec elle, même si je fais partie de la team, je délègue, j'ai besoin de temps pour moi. Elle était gardée chez mes parents au moins une journée par semaine. Et j'ai eu vraiment très très peur de ça en me disant là ça va être H24 avec elle. Mais en même temps, vraiment cette envie de se créer une bulle aussi, quoi. Comment ça se passe une journée type du coup, parce que vous étiez parti au début sur une certaine organisation, genre on roule une semaine et on s'arrête une semaine, puis en fait vous vous êtes dit ça ne nous convient pas tout à fait, donc vous avez comment vous vous organisez, c'est combien de kilomètres vous faites par jour, raconte-nous tout un petit peu. Alors on s'est fixé un peu une limite de 50 km par jour. Au-delà c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Ensuite, le matin, on se réveille, on va dire vers 7h30, 8h. C'est clairement la puce qui va acter notre réveil, hein. Mais en général, c'est 7h30, 8h. On met du temps à se préparer parce que il faut tout ranger. Ça reste une petite de 3 ans qu'il faut aussi occuper, qui demande de l'attention, qui veut jouer et qui ne veut pas ranger ses affaires. Enfin voilà. Donc on met bien 2 heures à se préparer, à prendre le petit-déj, etc. Si on doit ranger la tente, c'est du temps en plus. Donc on peut même aller jusqu'à 3 heures pour tout ranger, si c'est la tente. Et on part en général vers, on va dire 10-11 heures, quoi. Donc c'est déjà assez tard, hein, mine de rien. On envoie des cyclistes solos qui se réveillent bien après nous et qui partent comme ça à la fraîche. Nous, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trop réussi. Et puis après on roule, on rejoint le parcours si on s'est un peu excentré et puis on se fait des petites pauses, je sais pas, on peut rouler 1 à 2 heures sans s'arrêter, ou alors vraiment juste je m'arrête, je prends une barre chocolatée et puis je repars. Et puis sinon une bonne pause le midi, souvent sur une aire de jeu pour la puce. Et puis on termine notre journée vers comme une journée de boulot en fait, vers 18h, quoi. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est un peu ça, quoi. Ok, et justement comment c'est un des autres freins que j'imagine, partir avec une jeune enfant comme ça, qui est pleine de vie, pleine de dynamisme. J'ai vu qu'elle avait un petit vélo qui était accroché à l'arrière du tien, c'est ça? Donc oui. j'imagine qu'elle pédale pas vraiment, mais si aussi. Figure-toi, ouais, ça s'appelle le Follow Me. Alors, d'accord. S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, c'est vraiment génial, hein. Ça se transforme un peu le vélo en tandem. C'est-à-dire que quand elle pédale, moi je sens qu'elle pédale. Dans les montées, par exemple, on va lui dire s'il te plaît, aide-moi, et elle va pédaler. Et vraiment, je vais sentir une petite différence. Alors, c'est pas un truc de fou, mais vraiment, elle participe à l'effort. Par contre, elle peut effectivement décider de pas s'arrêter, de pas pédaler, de s'arrêter, et ça gêne pas, en fait, moi. Ok, et puis elle alterne avec la petite remorque où là, elle peut faire des temps calmes ou profiter, être dans sa bulle un peu aussi. Mais justement, tout le côté jeu, tout le côté tout ça, il faut énormément de maturité pour elle, pour vous suivre là-dedans, parce que c'est long, mine de rien, une journée comme ça, soit sur un vélo, soit dans une remorque. Comment vous gérez ça? Alors déjà, on a une petite qui est... Attends le micro, Guillaume, débrouille-toi avec ça. Ouais. Non, mais en fait, déjà, on a une petite qui est extrêmement curieuse et elle veut tout voir. Donc, déjà, quand elle est sur le vélo, elle est assise, elle est un petit peu en hauteur, donc elle voit les choses et elle s'éclate. Ah, papa, maman, regarde les vignes, regarde l'arbre, regarde l'avion, regarde le pylône électrique. Enfin, n'importe quoi, en fait, déjà, l'illumine. Donc, c'est assez cool. Et puis après, dans la remorque, elle a quand même beaucoup d'imagination, donc elle se chante des chansons, elle parle avec un pote imaginaire, ses peluches, machin, et elle fait des siestes aussi. Donc au final, les journées passent assez vite pour elle.
Alors il arrive des fois, par exemple, quand on est arrivé chez toi, où comme on a fait quand même 64 km je crois, sur la fin il y avait des belles montées, en plus commençait à y avoir l'orage, donc elle commençait à dire que c'est long, mais en général non, ça passe assez vite pour elle. Et puis quand on lui dit que ça se passe bien, qu'on va être en camping et qu'il y aura une piscine ou une glace ou je ne sais quoi, c'est limite elle qui va pousser les mamans quoi. Donc, Il y a ça aussi, les aléas météo, parce que c'est déjà compliqué quand on est adulte de devoir gérer des orages, des averses, puis aussi la chaleur, parce qu'on est quand même là mi-juin et il fait lourd parfois. Comment vous gérez ça avec la petite aussi, parce que ça n'a pas posé de problème particulier? On attend de voir la suite, hein, avec, je pense que le plus dur reste à venir, côté chaleur. Après, on essaie d'être vigilant quand même, hein, parce que c'est vrai qu'avec les petits, on ne sait jamais. À fond, après trucs de base, hein, mais de l'eau, casquette, crème solaire à fond, enfin voilà, tout ça. Dans sa remorque, elle a une espèce de store, enfin de rideau pour quand vraiment il y a le soleil qui tape, occultant pour ça, pour la protéger. Et puis, on s'arrête à l'ombre. Quand on roule, on a toujours un petit peu d'air quand même. Même si on n'est pas très rapide, quand on roule à 12-13 km/h, il y a un petit peu d'air et déjà, en fait, on sent beaucoup moins la chaleur. Ce qui est piégeux aussi quand même, parce qu'avec le soleil, ça peut taper. Mais là, comme ça, au moins, ça permet de tenir. En tout cas, avec les températures qu'on a aujourd'hui. Ok. Combien de temps pour préparer un voyage comme ça? 9 mois. Une grossesse. Ok. C'est vrai que c'est ça, mais c'est vrai. Donc ça comprend l'achat du matériel, le repérage, tu as dit l'itinéraire, etc. L'entraînement peut-être aussi un peu, parce que j'ai vu quand tu avais posté que vous faisiez en conditions réelles avec tout le matériel chargé, faire un tour de votre village pour voir si c'était acceptable, etc. Savoir ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas. Qu'est-ce qu'il faut préparer d'autre, à quoi il faut penser d'autre? La condition physique. Ouais. Alors je sais qu'il y a des familles, il y a des gens qui partent sans entraînement. Moi je savais que c'était un peu fébrile au niveau de mon genou. Enfin, moi j'avais vu un kiné qui m'avait conseillé quand même de m'entraîner. Donc 2 fois par semaine à la salle de sport pour me muscler. Après j'aime le sport, donc c'était pas non plus une contrainte. Et puis le côté boulot, on y reviendra, mais en tant qu'indépendante, faut quand même bien anticiper l'absence, parce que 4 mois c'est un tiers de l'année. Donc, Alors on va y revenir juste après. J'avais juste deux dernières questions, une double question là, par rapport à ça. Une petite anecdote, quelle a été jusqu'à présent votre plus beau souvenir, le truc le plus cocasse, ou qui pourrait nous donner envie, ou j'en sais rien, un moment magique. Moi j'en ai un avec l'arc-en-ciel. On est arrivé à Bourg, qui est pas si loin que ça, avant Bordeaux, un petit village un peu médiéval, trop mignon. Et donc on est arrivé une journée où il y avait pas grand monde, pas beaucoup de touristes. On a planté la tente. On avait super peur qu'il pleuve, parce qu'ils avaient prévoir de l'orage. Il y avait quelques gouttes qui commençaient à arriver, et donc on a vite installé la tente, tout ça, enfin bon bref, on a pu manger dehors, et il a quand même plu un petit peu, on s'est abrité pendant un moment, et en sortant il m'a dit tu veux un thé, enfin bon, il a préparé un petit thé, et en fait il y a un espèce de ponton au bout en fait derrière nous il y avait la citadelle de Bourg, enfin si vous voulez googliser, allez-y parce que c'est trop mignon, et puis de l'autre côté on voit la Garonne. Et puis du coup, il y a un petit ponton qui menait vers la Garonne pour aller voir. Et donc à ce moment-là, Guillaume me tend ma tasse de thé, et on va faire ce ponton qu'on n'avait pas encore vu. Et là, il y a un arc-en-ciel en face de nous, en fait, qui traverse les deux rives de la Garonne, en fait, enfin, qui fait vraiment le pont entre les deux, avec les bateaux et tout. Et c'était trop beau. C'était petit moment magique. Petit moment magique. Et question corollaire, la pire galère jusqu'à présent? Les montées pour venir chez toi. Les montées pour venir chez moi, d'accord. Prends ça dans les dents, d'accord. C'est les montées, les galères. En vrai, c'est les montées, les galères. Après, la vraie galère, c'est en partant de Bordeaux, où justement, en fait, on est parti sous une pluie battante. En fait, on devait partir le jeudi plutôt que le vendredi. On s'est dit, on part le vendredi parce que la météo annonçait justement des orages le jeudi. La météo s'est décalée avec nous.
Et on est parti à 9h30, premier coup de pédale et première goutte. Déjà. Ouais, et en fait on s'est pris un torrent en pleine ville avec les bagnoles qui passent, on s'est pris de la flotte, enfin bref, il y avait la remorque de la petite qui prenait la flotte aussi, au bout de 4 km, le pneu de Nolwenn qui se dégonfle, qui crève. Je démonte la roue, je m'aperçois qu'elle est voilée, je dois aller chez un réparateur en urgence. Elle se retrouvait dans une laverie avec toutes les sacoches en attendant, à discuter avec un vieil alcoolique qui avait sa flasque dans la poche. Enfin, c'était qui était gentil quand même, c'était excellent, mais c'était cocasse quoi. Ouais. Bon, ça, c'est le genre de galère qui est pas cool sur le moment, mais qui fait des souvenirs finalement. Oui, on se rappelle, c'est marrant. La petite, elle a discuté avec justement ce monsieur qui a joué le jeu à fond et qui s'est entre guillemets occupé d'elle un petit peu. Enfin, c'était assez marrant quoi. Ok, comme tu disais. Un des freins principaux, c'est la confrontation de ces voyages, de ces moments avec nos activités professionnelles. Toi, Guillaume, tu nous parleras de ta situation aussi, mais toi, Nolwenn, donc tu es indépendante. Tu as dit que ça t'avait pris 9 mois de préparation pour la logistique, etc., mais surtout pour anticiper ton départ. Comment tu t'y es pris ? Comment ça se passe ? Oui. Déjà, donc toi, tu accompagnes des clients au quotidien. Oui. Tu veux nous en dire 2 mots juste oui. sur ton activité, ce que tu fais et pourquoi, ouais. Voilà. Oui, je pense que pour le contexte, ce sera... Donc, j'ai 2 activités qui sont au sein de l'UX Design. Vraiment, le domaine, mon cœur d'activité, c'est ça. Je fais des prestations, donc, qui s'apparentent à du consulting, avec notamment des PME, des startups, création et refonte tu l'as dit, de sites internet, d'applications mobiles. Donc ça, c'est des missions qui sont assez courtes dans le temps. Moi, en moyenne, je facture 20 jours à peu près. Donc, c'est vraiment du one-shot. Et puis, en parallèle, j'ai mon activité de formation en ligne, où là, je forme mes futurs collègues qui veulent se lancer en tant que UX/UI designer freelance. Et j'insiste sur le freelance, du coup, parce que c'est très important pour moi. Et donc ça, c'est vraiment une activité transverse, 2 casquettes. Et donc, pour en revenir à ta question, les 9 mois de préparation, c'était davantage sur la partie formation en ligne que prestation, puisque de toute façon, la prestation, ça s'arrête. En fait, moi, je me suis posé très rapidement la question, est-ce que je prends des missions pendant que je pars, mais je me voyais pas, je mets beaucoup d'énergie dans mes missions aussi clients, donc je voyais pas comment c'était compatible. Donc ça, c'était clair pour moi que j'allais arrêter. Mais du coup, il fallait que je fasse le point sur mon chiffre d'affaires, parce que moi, je savais que j'allais un peu baisser de chiffre d'affaires du coup dans l'année, parce que tu supprimes un tiers de l'année, tu peux pas, c'est un peu compliqué. Mais je voulais quand même limiter les dégâts, donc c'était comment je fais pour prendre le maximum de missions en même temps pendant tout ce temps avant mon départ sans me cramer, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il fallait pas que je finisse au bout du Rolls pour démarrer quand même ce Tour de France à vélo qui est aussi assez physique, et mine de rien c'est pas des vacances. Il y a beaucoup de gens qui disent bonnes vacances, mais pour moi c'est pas des vacances, ce voyage, c'est autre chose. Donc du coup ça a été un peu de trouver la bonne balance entre ça, et pour la partie formation en ligne, c'est la création de contenu. Donc c'est prendre de l'avance de manière à ce que les gens ne se rendent pas compte que je suis partie. C'est okay. ça que Quand tu dis création de contenu, on n'a pas forcément une audience qui sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire de rendre visible, de continuer à faire la promotion, à donner du contenu, c'est-à-dire de l'information à propos de ce que tu fais, pour que la formation continue à se vendre, quoi. Parce que si tu n'es plus visible, on t'oublie, et forcément c'est du manque à gagner aussi, quoi. Si je fais pas de la création de contenu, c'est un peu comme imaginer une boutique qui a les stores fermés, quoi, tout le temps. Donc oui, elle est là, mais on ne sait pas vraiment qu'elle est ouverte. C'est un peu ça. Donc moi, mon but, c'est vraiment que pendant ces 4 mois, les gens qui me voient sur LinkedIn, qui ne me connaissent pas vraiment à fond, LinkedIn ou YouTube, c'est mes 2 réseaux, ne se rendent pas compte réellement que je suis absente. Donc ça veut dire que tu as dû enregistrer tous les posts et toutes les vidéos que tu fais sur YouTube et LinkedIn en amont, et que tu les as programmées. Et, voilà. Et en fait, quand tu t'arrêtes le soir, tu regardes un petit peu si tu as des messages, s'il y a des ventes, s'il y a des soucis à régler, mais tu gères le tout venant. Exactement. Donc du coup, ça c'est aussi, j'allais dire, à prendre en compte dans la logique budgétaire, parce qu'il y a ce qu'on dépense, mais il y a de toute façon quand même une incidence, malgré tes efforts et ta préparation, une incidence sur ton chiffre d'affaires cette année. Donc c'est aussi à prendre en compte en termes de pourcentage, sans nous révéler, mais tu évaluerais pour combien alors, je suis un peu nulle en pourcentage.
Je pense que c'est à peu près, je dirais, 20% en moins, 20 à 30% de chiffre d'affaires en moins. Quel sacrifice, du coup, vous avez dû faire ou quel renoncement par rapport à vos dépenses, j'allais dire, habituelles ? Je sais pas s'il y en a tant que ça, dans la mesure où nous, déjà, de base, on n'est pas très dépensiers, je trouve. Oui, on est plutôt économe de base. On est assez minimaliste dans nos besoins. Du coup, on n'a pas vraiment fait de renoncement. Vous le voyez comme une parenthèse ou comme un nouveau départ, comme un nouveau cycle ? Super question. Ouais. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, Ouais. Moi, c'est clairement, c'est pas une parenthèse. Pour moi, c'est un nouveau départ parce que oser partir 4 mois, déjà, et oser franchir le pas, c'est déjà tellement de choses, un chemin qui a été parcouru tellement fort, moi je trouve que ça, c'est pas une parenthèse, quoi. C'est justement quand les gens nous disent bonnes vacances, ils le voient, je pense qu'ils se rendent pas forcément compte de ce que c'est tout ça. Donc non, clairement un nouveau départ qui est relié à plein de choses aussi et qui a permis de déjà nous ressouder en tant que couple. C'est bête, mais on a plus de temps. Moi, Guillaume, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais était salarié avec des horaires assez classiques. Je pars à tôt, et 7h30, il revenait à 19h30. Moi, je le voyais pas et je lui dis que ça m'embêtait et que c'est pas ce que je voulais. Pour moi, c'était pas le sens de la vie. Et donc, je trouve que ça marque une sorte de transition. Moi, je vois pas ça comme un nouveau départ, mais plutôt comme un ajout, en fait, une continuité. C'est-à-dire que par rapport à nous, à notre histoire, à ce qu'on connaît de notre famille, c'était logique. On a toujours parlé de voyage tous les deux. On a toujours dit qu'on voulait faire quelque chose. Et du coup, oui, après là, alors c'est sûr que par contre, c'est connexe à plein de choses parce que du coup, j'ai quitté mon entreprise où j'étais salarié. En revenant. Tu veux nous en dire un mot parce qu'on parle de transition dans ce podcast, de transition de vie. Et puis, ce voyage, c'est en tout cas un trait d'union, on va dire, entre deux phases, peut-être dans votre vie de famille, mais aussi dans vos activités professionnelles. Donc toi, tu arrêtes aussi ton activité. Tu es dans quoi Alors, moi, jusqu'à maintenant, j'étais conducteur de travaux, donc dans la construction, rénovation, extension de maisons individuelles en Bretagne. Là, donc, du coup, j'ai arrêté cette activité-là. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Et l'idée, après ça, c'était ce que j'avais toujours dit. Je voulais me mettre à mon compte un jour ou l'autre. On ne savait pas quand, on ne savait pas trop comment, on n'avait pas trop le créneau. Tu sais, toujours, je le ferai, quoi. Mais bon, voilà. C'est ce qu'on disait au début, quoi. Exactement. Un jour, je le ferai. Et en fait, on s'est dit, en fait, ça va être le truc parfait. C'est-à-dire que je quitte mon activité et puis quand je reviens, on voit ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. L'avantage, c'est que justement, comme on disait, j'avais un petit pécule de côté, donc ça nous laisse le temps justement de rentrer, d'avoir peut-être 2, 3, 4 mois d'avance et de voir un peu comment évoluent les choses, voir si j'arrive à me faire connaître, démarrer comme il faut. Et du coup, c'est plus, moi, je voyais ça plus comme une continuité qu'un nouveau départ. Dans le sens où on est tous les deux nature, on voulait voir de la nature, on voulait voir des gens, on aime ça. On parlait de freelance travel, où justement Nolwenn a créé ça pour casser la solitude du freelance. Moi, j'aime beaucoup le relationnel avec les clients, les artisans, etc. J'ai eu une carrière aussi un peu hachée, où j'ai rencontré beaucoup de monde, où j'avais beaucoup de relationnel, et du coup, c'est vraiment dans la continuité de nos vies et de nos caractères, quoi. Donc là, du coup, tu en sais un peu plus sur la suite ou justement ce voyage est aussi l'opportunité pour toi de faire le vide, de regarder à l'intérieur et d'imaginer de nouvelles pistes, ou tu sais déjà comment tu vas repartir J'ai déjà une petite idée dans le sens où moi, alors à la base, pour récapituler un peu, c'est que je viens de l'industrie. D'accord, j'ai une licence de maintenance nucléaire, j'ai bossé un peu dans le sale, on va dire. Pas de jugement ici. Non, mais c'est pas voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une toute autre vie ou que j'ai adoré. Je suis éclaté et tout, mais la vie fait que j'ai évolué et que j'ai d'autres idées et idéaux. Et j'ai fait une reconversion donc dans le bâtiment. Je suis devenu économiste puis conducteur de travaux et je me suis rendu compte qu'en fait les entreprises pour faire de l'argent en fait font pas forcément mieux que dans l'industrie par exemple. Il n'y a pas forcément plus d'humains,
alors que moi j'ai fait cette reconversion pour ça. Je me suis dit, on va construire des maisons, on va faire des trucs pour les gens, quoi. On fait d'abord pour ça, plutôt que, même si on gagne de l'argent bien évidemment, mais d'abord on fait ça pour les gens. Et je me suis rendu compte que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises, c'est pas ça. Et du coup, moi je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, pas forcément faire mieux que les autres, mais juste me dire que je vais reconsidérer un peu les gens, reconsidérer aussi, on en a parlé en off, mais toute cette histoire d'écologie, de problèmes d'alimentation en eau, d'électricité, etc. Et essayer un peu de refaire un peu d'écologie. Quelqu'un qui n'a pas forcément ce prisme-là, juste planter une petite graine en disant si tu pouvais mettre peut-être un petit isolant en fibre de bois ou je ne sais quoi, un peu plus écologique que la laine de verre un peu pourrave qui pollue tout, ce genre de choses, ça pourrait déjà aider un petit peu, faire avancer les choses. Et puis après, bien sûr, s'il y a quelqu'un à fond écologie et qu'on peut faire des belles choses, on les fera, quoi. Mais l'idée c'est ça, c'est faire de la maîtrise d'œuvre en accompagnant au maximum, quoi. Ok, donc tu passeras certainement sur un statut aussi d'indépendant, quel que soit le statut. Ouais. Toi, Nolwenn, c'est ce que tu fais aussi, accompagner des gens qui se lancent en tant qu'indépendants. Du coup, la transition, elle est facile pour moi. C'est quoi les conseils un peu généralistes que tu pourrais donner à quelqu'un, sans parler forcément de design UX, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi quand on est dans le salariat, avant d'y être, on a beaucoup d'idées reçues sur ce statut d'indépendant. Soit on l'idéalise un peu et on le voit, je disais que c'est le statut de la liberté, j'aurai plus de chef, je vais être tranquille, etc., bosser comme je veux, flexibilité totale, équilibre vie pro, vie perso. Soit de l'autre côté, ça fait très peur aussi parce qu'il y a aussi ce côté absence de cadre, donc il faut se poser les bonnes questions. On est beaucoup avec soi-même aussi, le sentiment de solitude. Voilà. Toi, comment tu as géré ça et quels conseils ou quels apprentissages t'en as dégagé pour... Ouais. Moi, de base, je viens d'un domaine où on appelle ça le domaine du produit. Donc, c'est faire, quoi. On fait les choses. Le domaine de la tech, tout ça. Et en fait, s'il y a bien une qualité que j'en tire de ça, c'est je me prends pas trop la tête et je fais. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je voulais me mettre à mon compte. Je me suis pas dit... Ça y est, il faut que j'ai le statut, il faut que je connaisse toutes les conditions générales de vente par cœur, il faut que je trouve un comptable, il faut que je trouve... Et me rajouter plein de trucs de il faut que j'ai une super identité visuelle, il faut que j'ai un super site internet. C'était, je dois trouver un client et je dois en parler autour de moi et on verra en fait. Et donc, le premier conseil que je peux donner, c'est en fait, on s'en fout de se trouver un nom, de quoi que ce soit. C'est les clients, trouver un client, en parler de son projet, même si on n'est pas sûr. Moi, j'ai démarré, c'était compliqué, je m'étais fait virer du jour au lendemain de la boîte où j'étais. J'avais zéro confiance en moi, je savais pas ce que j'allais devenir, mais quand même, je me suis dit, tiens, et si je me lançais à mon compte. Et donc, j'en ai parlé et j'ai dit, je pense me mettre à mon compte. Et il se trouve que très tôt, on m'a dit, c'est génial, Nolwenn, on a une mission pour toi. Donc, en parler de son projet, échanger avec les gens. Pour moi, tu le sais aussi, mais on croit vachement en rencontre et c'est génial pour ça, pour lever tous les freins ou faire redescendre d'un étage des personnes qui pensent que c'est tout rose, hein. Et puis, il n'y a que les clients qui comptent en fait. On a beau dire, c'est trop bien d'être freelance, moi j'ai un super logo et tout. Si t'as pas de clients, ça sert à rien. Donc, ce que je retiens, c'est se lancer sans se prendre la tête et sans prendre trop de risques non plus, puisque si on démarre petit, finalement, on risque pas grand-chose. Ok. Ce sentiment de solitude, quand même, toi, tu as dû l'étoffer parce que je crois que tu as monté une asso aussi, Freelance Travel, c'est ça qui permet aussi d'alimenter aussi le goût du voyage que tu peux avoir et des rencontres. Et tu veux nous en parler un peu pour... Oui, c'est quelque chose que j'avais lancé en 2018, avant Covid, où en gros j'organisais des sortes de séminaires pour freelance dans des villas, donc des lieux vraiment très inspirants, très beaux. Et puis c'était un programme à mi-chemin entre temps libre, coworking, on bosse chacun sur ses projets, donc on facturait notre temps, on perdait pas d'argent comme ça, et des temps d'échange, des temps vraiment de cohésion d'équipe, etc. De 2018 à 2020, j'ai organisé 8 séjours, je crois, donc c'était pas mal. Après, il y a eu le Covid, j'ai eu ma fille en même temps, donc j'ai mis sur pause.
parce que j'avais d'autres priorités. Et là, j'aimerais bien le relancer aussi. Entre-temps, beaucoup d'initiatives se sont lancées sur cette même veine, donc c'est cool aussi. Mais ça, voilà. excuse-moi, je fais mon gars super vénal avec mes questions, mais je pense aux vas-y. auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Les 8 événements que tu as créés, c'était quelque chose qui était rémunérateur pour toi? Parce que c'est aussi énormément de temps. Oui. Donc ça faisait partie aussi de ton activité, quoi. Alors, au début, non. Au D'accord. début, je faisais pas du tout pour ça, en fait. Au début, c'était juste, j'ai envie de kiffer la vie. Mon conjoint est salarié, ne peut pas partir comme ça. Moi, je peux, mais j'ai pas envie de partir toute seule. Donc, on divise les frais d'une villa par 10, point. Donc, en fait, juste, je payais pas ma partie, quoi. En fait, par contre, c'était juste ça. Je payais pas ma partie, je payais pas mon déplacement. Ok. Et après, c'était, comment je peux gagner de l'argent par rapport à ça. Donc, je prenais une marge. Mais c'était pas rentable en soi. Si je voulais vraiment être rentable sur cette activité, il a fallu que je multiplie le nombre de séjours ou que je fasse des séjours plus haut de gamme, mais auquel cas moi ça m'intéressait pas parce que c'était une clientèle différente et moi je voulais justement avoir plein de gens qui démarraient ou qui étaient dans d'autres secteurs, des secteurs peut-être moins rémunérateurs, mais où ça peut mélanger un peu tout type de secteur. Donc c'était pas... En fait, je le faisais pas pour l'argent. Voilà. C'est quelque chose qui ne devait pas te coûter, quoi, en fait. Déjà, ouais. qui devait pas me coûter. C'est une sorte il y a un nom, je crois, que ça s'appelle le co-living, c'est ça? C'est des entrepreneurs ça, qui se retrouvent ouais. pour faire un peu de colloques, mais aussi... Ouais. Et ça a généré des échanges business aussi, ou ça a généré du business entre vous? Ouais, carrément. Ouais. Il y a eu plein de trucs où j'étais au courant après, parce qu'en fait, les gens se parlent après. C'est bête, mais ils sont restés en contact encore aujourd'hui. Hein. Je vois des gens qui sont devenus vraiment amis et qui font du business ensemble. Moi, j'ai fait appel à des personnes en tant que développeur, notamment. J'avais besoin de dev pour mes projets. Ça a créé vraiment des échanges là-dessus. Et au-delà de ça, l'aspect vraiment humain et on partage... tu parlais de solitude, hein, donc c'est ça. Moi, j'étais très seule. Et Guillaume le sait, hein, mais le fait d'avoir... Lui était salarié et moi indépendante, je le disais souvent, oui, mais tu peux pas comprendre. Souvent, tu peux pas comprendre ce que c'est. Voilà. Et là, de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur tout ce que ça implique d'être à son compte, ça faisait du bien. Ok. Du coup, premier conseil, j'allais dire, d'aller, peut-être pas en montant une association et en allant aussi loin que ce que tu as pu faire avec Freelance Travel, mais en tout cas, premier point de vigilance, c'est... le freelancing peut nous amener à être assez rapidement seul avec soi-même. Donc, peut-être trouver sa propre manière de connecter avec des collectifs pour... échanger. Ouais, il y a plein d'initiatives qui aujourd'hui voient le jour. Donc, c'est pas besoin d'en créer. Rejoindre, c'est déjà très, très bien. Et puis, de pas trop se mettre en danger. C'est-à-dire, c'est vrai que très tôt, on se dit, je veux me mettre à mon compte, donc il faut que je quitte mon taf tout de suite. Donc, il faut que je lance... on peut avoir un client sans avoir aucun statut, je veux dire, déjà avoir un premier contact. Il faut pas que ça prenne tout de suite une... Enfin, il faut pas, mais on n'est pas obligé, en tout cas, pour se lancer de faire all-in dès le départ, on peut prototyper. Le statut d'auto-entrepreneur, d'ailleurs, qui est peut-être ce que tu vises, Guillaume, pour la suite, est pas mal pour ça aussi, quand même, puisque c'est assez simple, quand même, administrativement, il faut quand même le souligner, parce que c'est pas toujours le cas en France, mais c'est assez accessible en termes de création de statut, l'auto-entrepreneur. Et en fait, si on ne facture rien, on a zéro frais, quoi. On prend zéro risque, finalement. C'est quelque chose que l'on peut faire en dehors, peut-être en se mettant en 4/5e si on est salarié au début, pour tester avec un premier client. C'est ce que des fois on utilise un anglicisme qui s'appelle le side project, le projet de côté, quoi, et de voir comment ça pousse, quoi. Ce serait ça peut-être le deuxième conseil, c'est d'y aller progressivement et de trouver son premier client et de tirer le fil après, quoi. Ouais, si c'est possible, parce qu'après c'est vrai que faut l'énergie, hein. Si c'est en plus d'un boulot, Guillaume a été confronté à ça, hein. C'est difficile dans certains domaines de se lancer en même temps que son activité. Donc c'est quelle énergie on peut mettre aussi dans tout ça. Des fois c'est juste pas le bon moment et c'est pas grave aussi. Mais ça dépend du secteur d'activité aussi, hein. Moi, dans mon domaine, j'ai la chance où il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement. Un ordinateur, ça suffit. Ça peut être des petites missions. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du domaine aussi. Combien de temps t'as mis pour vivre confortablement de ton activité de freelance ? Il n'y a pas eu de délai, en fait. En
En fait, moi, je me suis lancée, c'est un peu ça, c'est que j'ai eu un client avant même de me lancer, dans le sens où je me suis fait virer. Je suis partie à Milan faire un break parce que j'avais fait un stage là-bas, j'avais trop aimé la ville. J'ai été voir d'anciens collègues à ce moment-là. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu deviens ? J'ai dit, en ce moment, je pense me mettre à mon compte. Et ils m'ont dit, on cherche quelqu'un en France, à Paris. Et donc, ça démarrait comme ça, en fait. J'ai lancé mon statut. J'avais une mission avant de créer mon statut, donc, et très bien rémunérée. Donc, en fait, j'étais tout de suite lancée là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est le mieux, en fait. C'est le meilleur des scénarios, je pense, qui peut arriver. Et après, par contre, j'ai eu le coup de flip en me disant, OK, j'ai de la chance, j'ai eu un gros client, mais qu'est-ce que après et non, mais il y a du taf. Alors, je sais pas si c'est moi, j'ai eu de la chance, j'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, j'ai jamais galéré. Vraiment. Ok. Donc, le troisième conseil, ce serait peut-être parler le plus possible de son idée à un maximum de monde, même si on se sent pas complètement prêt, même si on a l'impression que c'est pas complètement abouti, parce que on sait jamais. Je pense que ça, c'est un truc que je retiens. Combien de fois je me suis dit, ça vaut peut-être pas le coup que j'envoie ce message à cette personne ou que je dise ce truc-là. Enfin, et combien de fois, je le fais quand même et il se passe quelque chose. Et maintenant, je n'hésite plus, en fait. Je n'hésite plus. J'arrête de me poser 1 milliard de questions sur est-ce que ça vaut le coup. En fait, peu importe. J'ai lancé des bouteilles à la mer aussi, des messages où je sais même plus ce que j'ai fait, en fait, tellement j'en ai fait. Mais quand même, ça revient, quoi. C'est cool. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, comme on dit, on ne peut pas perdre à tous les coups, donc il faut y croire. Est-ce que, selon toi, c'est pas une vérité absolue, mais est-ce que, selon toi, tout le monde est fait pour être indépendant ? Ou est-ce que il faut quand même avoir une certaine personnalité ? Est-ce que ça fait partie des mythes, selon toi, où on dit on est entrepreneur ou on ne l'est pas ? On met beaucoup de choses en France derrière ce terme-là, je trouve. Est-ce que c'est fait pour tout le monde Ça, c'est le vrai débat. Souvent, j'en parlais à Guillaume. Moi, je pense que... Je dirais que tout le monde peut, s'ils le veulent vraiment, et que ça engage beaucoup de responsabilités, parce qu'il faut se prendre en main, il faut savoir ce qu'on veut quand on est indépendant, tellement les portes s'ouvrent. Donc, je pense que oui, mais il faut pas avoir peur. Il faut avoir quand même un peu confiance en soi, mine de rien. Il faut faire de l'introspection. Et c'est plutôt ça, en fait. Je pense que tout le monde n'est pas capable de faire une... Enfin, c'est pas que tout le monde n'est pas capable, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, de faire vraiment de l'introspection et de prendre vraiment les rênes de sa vie, en fait. Je pense que c'est ça, quoi. Parce que pour réussir en tant qu'indépendant, ça je suis sûre, il faut prendre les rênes de sa vie, sinon c'est pas la peine. On peut avoir les rênes de sa vie en étant salarié. Je te taquine. Ouais, mais je suis un peu une freelance militante. Vas-y. Non, mais vas-y. Moi, je pense... Moi, déjà, le principe de 5 semaines de congés payés par an, moi, je comprends pas. Enfin, moi, c'est un truc, et souvent, encore une fois, on s'est beaucoup fâché à Guillaume. Mais moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Et pourtant, on bosse beaucoup quand on est indépendant. C'est pas... Au début, ouais. Mais pour moi, la quantité de travail que tu dois fournir pour avoir l'équivalent de ton salaire, déjà, je trouve, ça dépend des domaines. C'est vrai que voilà. Mais typiquement, Guillaume, on en parlait. Aujourd'hui, en tant que salarié, tu étais à combien de chantiers déjà ? Moi, je tournais autour des 20-22 chantiers. En gros, si moi, en tant que maître d'œuvre, je tournais à 22 chantiers dans l'année. Je ferais un chiffre d'affaires simple. Une maison, c'est 200 000 euros. Un maître d'œuvre, ça prend à peu près entre 8 et 10%. Donc, 22 chantiers, je serais à 200 000, quoi. Donc, il y a besoin de faire moins. Et t'étais pas à ce niveau-là de salaire, j'imagine. Et non, je confirme. Non, mais du coup, ouais. Je sais plus pourquoi on disait ça, mais en gros, moi, je pense qu'on peut... Je sais pas. Je pense que tout le monde peut être indépendant. En tant que salarié, c'est plus compliqué de s'épanouir parce qu'on est obligé de suivre des règles beaucoup plus établies. Enfin, après, il y a des boîtes qui se lancent de plus en plus, qui permettent beaucoup de liberté. Mais si vraiment... Enfin, typiquement,
là, j'ai passé 9 mois de préparation du voyage à vélo. C'est moi qui l'ai fait parce que j'ai eu plus de temps aussi. Guillaume, il ne pouvait pas faire ça. C'était pas c'est pas un possible. truc que tu pouvais faire le soir, Mais oui. une fois que ta petite était couchée. C'est compliqué, ouais. Ça prend sur notre vie à nous. Et moi, je peux arranger mon temps comme je veux. Et ça laisse la place à beaucoup de choses. Qu'en tant que salarié, moi, je pense pas. Mais bon. Toi, ce qui t'avait déplu, j'avais entendu dans un autre podcast que tu avais fait dans le salarié, c'était le manque de responsabilité qu'on te confiait aussi, le manque de transversalité peut-être. Ça, c'est un autre truc, je pense, une autre relation au statut. Alors, on dit freelance depuis le début, mais c'est au statut d'indépendant. Il y a plein de statuts finalement qui permettent ça, l'auto-entreprise, travailleur indépendant, bref, etc. Mais c'est une des choses qui est excitante pour certains et effrayante pour d'autres, c'est le fait de devoir mettre la main à la pâte sur plein d'aspects différents. On peut avoir un comptable, mais il faut qu'on suive quand même un minimum les finances de ses dépenses, etc. Il y a le côté visibilité, donc promotionnel, prospection, faire valoir son offre, savoir se vendre, développer son produit, faire un peu de R&D, du réseau. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est fait pour tout le monde aussi ? Parce que certains, c'est motivant et boostant pour eux de se confronter à tous ces défis-là et de ne jamais tomber dans la routine. Mais pour d'autres, c'est aussi ce qui effraie. C'est quoi la réalité par rapport à ça ? Il faut vraiment savoir tout faire ou on peut déléguer ou il faut être expert de quelque chose Ça dépend de l'ambition qu'on a et l'objectif qu'on a. Si on veut bosser... Parce que moi, je connais des freelances qui bossent comme des salariés, c'est-à-dire qu'ils ont soit un client pendant des années en temps plein chez le client. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est comme du salariat. Et auquel cas, ça fonctionne aussi. Soit on veut vraiment exploiter et profiter de ce statut d'indépendant, ce qui est mon cas, en ayant l'objectif, avant de faire ce tour de France à vélo, mon objectif c'était de bosser 3 jours par semaine et d'avoir mon même niveau de chiffre d'affaires qui était raisonnable. C'était pas, je voulais 300 000, c'était atteignable aussi, en faisant que 3 jours. Et donc, oui, en fait, il faut savoir gérer. Enfin, c'est sûr que tous ceux qui vous vendent bosser 3 jours par semaine en faisant rien, et les clients gagner 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour. Voilà, non. Donc oui, ça nécessite énormément de choses, de réflexion, mais il faut décorréler c'est pas que le temps en fait, c'est aussi l'intensité de ta réflexion, la capacité, et ça effectivement, ça se développe peut-être avec le temps, mais la capacité à prendre les bonnes directions dans un temps qui est assez restreint et de pas passer peut-être 3 mois à dire est-ce que je fais le choix A ou le choix B, quoi. Oui, puis savoir s'entourer aussi. Alors ça peut être dans son couple, mais ça peut être aussi des personnes externes parce qu'on est des fois aussi paralysé par les enjeux, parce qu'on y a trop réfléchi, parce qu'on est trop émotionnellement impliqué dans les choix à faire. Et c'est bien aussi d'avoir des personnes un peu référentes, soit des amis, soit des personnes que l'on va chercher pour une qualité, qui peuvent nous éclairer aussi. En tout cas, moi, je te rejoins. Alors, je ne suis pas entrepreneur depuis 15 ans non plus, puisque j'ai fait beaucoup de choses, mais mon ressenti là, en lançant notamment le projet des capitaines, c'est que j'ai senti ces peurs que ça venait activer chez moi, notamment celle de publier sur les réseaux sociaux et donc de s'afficher. C'est un risque quand même de rendre son projet public. Mais en tout cas, je trouve qu'à l'inverse, moi, ça me rend plus vivant parce que ça me permet de me confronter à mes peurs, en fait. Et donc, en faisant ça, je me sens grandir en tant qu'humain en même temps que je fais grandir mon projet, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. Je voulais en profiter de vous avoir tous les deux, parce que c'est la première fois finalement que j'ai un couple sur, j'allais dire, dans le divan de mon bureau. Donc du coup, j'aime bien cette notion d'équipage, puisque je dis de ma chérie que c'est mon équipière de vie, et puis dans le terme des capitaines, on est jamais tout seul sur le bateau, même en tant qu'indépendant. Comment, j'avais pas préparé cette question-là, alors j'improvise un peu, mais comment vous organisez votre équipage, vous on est ensemble depuis un peu plus de 24 heures, là, et je sens quand même beaucoup de complicité, de sérénité. Vous êtes ensemble depuis presque 10 ans, je crois, hein, c'est ça. Voilà. Comment vous organisez votre équipage ? Vous avez le droit de répondre chacun votre tour. Là, ils se regardent. Le micro à Guillaume. Qui répond en premier ? Eh bien, en fait, très clairement, comme j'étais salarié et que je bossais beaucoup et que j'avais assez peu de temps libre en dehors des week-ends et des soirs, Nolwenn a pris beaucoup de choses quand même de son côté. Je dirais que le truc, c'est que moi, je suis plus
Nolwenn a souvent les idées. Et puis après, moi derrière, je suis le côté opérationnel voilà, je sors les jambes et puis j'y vais et puis je l'aide à lancer un peu le truc, quoi. C'est plus ça comme ça qu'on voit les choses, ouais. Ok. Donc vous assumez cette complémentarité finalement qui vous convient bien à tous les deux? Pas toujours, hein. Faut le dire. Pas toujours. Des fois, c'est pas simple, hein. Mais oui, on trouve un équilibre là-dedans. Je pense qu'on a des forces différentes. Et oui, moi, je suis peut-être plus d'un tempérament à avoir besoin de projets, en fait, à créer des choses, de création. De base, hein, je viens du milieu créatif aussi, hein, donc c'est clair. Et Guillaume qui est plus du côté manuel, technique aussi, enfin du coup ça se mêle bien. Voilà. Après c'est la notion de temps passé, on n'est pas toujours d'accord, mais on s'équilibre comme ça. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. on en reparle dans 10 ans. Non, je rigole. Ouais, non. Est-ce que vous comment parce qu'on parlait d'introspection, c'est un terme que j'aime bien, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de soi un petit peu pour voir ce qui s'y passe et puis pour mieux appréhender, mieux se comprendre, grandir. Est-ce que vous pratiquez l'introspection de couple? Est-ce que vous faites la même chose en disant, est-ce que vous décodez quand vous vous engueulez, par exemple, qu'est-ce qui va pas, comment vous réajustez vos mécanismes? Non, je ris parce que moi je fais énormément et que je sais, Guillaume, des fois toi ça t'énerve parce que tu analyses trop les choses, trop justement dans le psychologique, alors que des fois juste ça sort de nulle part. Vas-y, tu peux répondre. Ouais. Oui, non, mais c'est pour rebondir là-dessus. C'est vrai que moi, je suis plus, je me laisse flotter, quoi. Je me laisse flotter, je vais au gré du vent et je m'adapte à beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et c'est vrai que du coup, l'introspection en soi, ça n'a jamais été mon fort. Mais Nolwenn, c'est plutôt le contraire, ouais, où justement, elle va parfois un peu trop loin. Et du coup, justement, on arrive à s'équilibrer là-dessus, parce que des fois, elle me pose des questions qui me challenge, parce que des trucs où je m'étais jamais posé la question, genre, je sais plus, mais tu m'as posé une question une fois, comment tu te sens sur telle situation? Et en fait, j'ai jamais su y répondre, quoi. Ça va. Les mecs, le ressenti, déjà, c'est pas quelque chose qui est naturel. Hein. Quand on sait qu'est-ce que je ressens. Exactement. Je peux te dire ce que je pense, mais qu'est-ce que je ressens? Voilà, quoi. Et puis, Nolwenn, justement, je lui apprends, et puis en plus, avec la petite maintenant, elle lui apprend aussi, c'est lâche un peu prise, arrête un peu de toujours tout penser, même quand on est dans un moment de loisir, et profite, quoi. Ok. On est bientôt, on a déjà passé quasiment 1 heure ensemble, donc voilà, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, comme on dit. J'ai 2 questions récurrentes, ce sont les 2 seules en général que je partage avec les invités avant, et là j'ai complètement oublié de le faire, donc vous allez devoir improviser, mais vous êtes 2, donc vous allez pouvoir vous aider. 3 inspirations que vous avez envie de nous partager, des choses qui vous ont fait grandir en tant qu'humain, qui ont provoqué peut-être des petits déclics chez vous, qui sont des références. Ça peut être issu de la philosophie, de la littérature, du monde du cinéma, de la musique, ce que vous voulez, un truc que vous avez envie de partager, qui vous a fait grandir. Alors j'en ai un là déjà. Vas-y, commence et puis peut-être sur la maternité. Peut-être que des personnes connaissent le podcast Bliss, B-L-I-2-S. Bliss, pardon pour l'accent. Bliss. Et qui raconte des histoires de femmes qui accouchent, la grossesse jusqu'à la naissance. Et vraiment, l'idée de ce podcast, c'est l'information. Enfin, c'est de savoir tout ce qui se passe autour de ça, d'être maître de son corps, ouais. Et ça a été, je sais pas, ça donne confiance en fait de voir toutes ces femmes partager leur expérience. Ça rapproche, je trouve. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses déjà d'un point de vue médecine, même si c'est pas forcément des médecins, mais et ça me donne beaucoup plus confiance. Si un jour il y a un 2e enfant, je serai un peu plus informée. Et ça a vraiment marqué. Elle vient de faire un clin d'œil à Guillaume sur cette phrase. Je ne sais pas, on verra. Semer le trouble dans leur couple. Pour toi, Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Ça revient un peu à ce qu'on s'était déjà dit, mais les rencontres, en fait. Typiquement, j'étais dans l'industrie, je savais pas quoi faire. Je voulais quitter l'entreprise où j'étais
mais pour faire la même chose, non. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie justement de faire le boulot de maître d'œuvre. Et je reviens là-dessus, on revient à ce qu'on disait, c'est les rencontres, c'est vrai que c'est top, quoi. David, si tu nous entends, merci. Où c'est quelqu'un, tu vois, qui est passionné et passionnant, et en fait tu discutes avec lui, et puis tu sors de chez lui, t'as envie de faire ce qu'il fait, quoi. C'est excellent, quoi. Donc sortir de ses routines pour provoquer les rencontres, les rencontres inspirantes. Ok, Nolwenn, comme j'ai envie de te donner un coup de pouce aussi, puisque tu as dit que tu avais mis ton activité en suspens, comment on peut voir tes services et si on est intéressé par l'UX design, dis-nous tout sur ce que tu proposes. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn essentiellement, où je partage énormément de contenu sur mon boulot. Qu'est-ce que mon boulot ? Je vulgarise énormément les choses, d'où le terme Star du X, parce que ça fait sourire. Ça a marché avec moi. Alors tout le monde ne comprend pas le jeu de mots tout de suite, mais bon, allez voir mon profil LinkedIn, vous verrez. Donc sur LinkedIn, après YouTube, je fais beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, mon site internet nasrinolwenn.fr, et vous verrez ce que je fais. Enfin, clairement, donc il y a la partie formation pour ceux qui veulent ça peut être déjà des personnes déjà UX designers en poste salarié qui veulent se mettre en freelance pour les raisons que tu as évoquées, les peurs, etc. La formation peut être là pour ça. Et après, sur le côté prestation de service, donc là, c'est plus vraiment pour les entreprises PME, start-up. C'est pas forcément les solopreneurs, mais vraiment PME, start-up. Et là, je peux les accompagner vraiment pour tout, quoi. En tout cas, allez-y, c'est très accessible et très authentique, comme vous avez pu certainement l'entendre. J'aurais une dernière question, alors soit pour toi, Nolwenn, soit pour vous. Vous débrouillez avec ça, mais c'est ma question récurrente. C'est qu'est-ce que c'est pour vous être capitaine de sa vie ? Et comme ça nécessite un tout petit peu de réflexion, je conclus avec les auditeurs. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous poserai la question et ce sera notre mot de la fin. C'est ma petite touche personnelle, c'est que c'est toujours les invités qui concluent avec cette question. Donc je voulais souhaiter un bel été à toutes et à tous et souhaiter une bonne introspection, puisque c'est un mot qu'on a utilisé, une bonne introspection estivale et le plein de projets inspirants pour la rentrée. De mon côté, je profite aussi de l'été pour vous concocter de nouvelles offres et puis un nouveau site qui sera disponible, je pense, tout début septembre. Donc rendez-vous début septembre sur www.lescapitaines.com, la chaîne YouTube Les Capitaines, vous pouvez retrouver ces podcasts et puis sinon sur toutes les plateformes d'écoute évidemment. Nolwenn, Guillaume, encore un grand merci pour votre témoignage, pour votre détour et puis pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Je suis certain que vous allez multiplier les belles rencontres et faire le plein de souvenirs. Le mot de la fin vous revient avec la question ultime. Qu'est-ce que c'est pour vous être capitaine de sa vie ? Alors, pour nous, je parle en notre nom, mais je pense que pour nous, être capitaine de sa vie, c'est ne pas se laisser guider par ses peurs et écouter sa voix intérieure. Merci Nolwenn et Guillaume. Merci à toi, Baptiste.